Pour moi, en fait, la salope, la pétasse ou la fille facile, elle est certes critiquée, insultée, lynchée, mais il n'empêche qu'elle reste désirable pour les hommes, dans un contexte où c'est le male gaze qui domine, et que cette fille va quand même rendre les autres jalouses, et que son existence, au final, est réduite à celle d'un objet, du point de vue des autres, justement à cause de l'hypersexualisation qu'on fait d'elle dans le monde où on vit, où le regard qui domine, c'est le regard masculin. Donc, oula, désolée pour cette notification, où le regard masculin domine. Enfin voilà. Et donc si on résume, ça veut dire qu'on ne voit pas la personne au-delà du corps, comme un objet sur lequel on projette les fantasmes et ce qu'on voudrait posséder. De mon point de vue, là c'est que mon opinion, et s'il y a un truc que j'adore faire, c'est donner mon opinion, surtout quand on me la demande pas. Le désir, l'objectification et la jalousie, ça forme un genre de triangle dont les sommets entretiennent des petites relations, enfin non, c'est même pas des petites relations, c'est carrément des relations complexes entre eux, mais aussi avec des éléments extérieurs. Et je vais commencer à aborder ça aujourd'hui, et je les aborderai plus en détail avec les invités du prochain épisode, où on continuera à débattre de ce sujet, de manière friendly évidemment, hein, on va pas se crier dessus comme les gens dans les émissions, hein, sur une chaîne de télé que je ne vais pas mentionner. Bon, voilà. Et je précise encore que je ne me prétends pas être une spécialiste de sociologie, ni de féminisme, ni de philosophie, même si c'est mon domaine d'études, ni de psychologie ou de quoi que ce soit d'autre. Donc je peux me tromper, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi. Bref, chacune est libre d'exprimer ce qu'elle souhaite. Donc là, je vais en venir à ces trois termes, mais je vais d'abord les définir rapidement avant de les mettre en relation. Pour moi, la jalousie, c'est un sentiment qui obsède et qui peut détruire des amitiés. Et je pense aussi qu'on peut être jalouse de quelqu'un, ou en l'occurrence de quelqu'une, pour différentes raisons. Puis j'ai cherché donc les définitions sur le site du CNRTL, en étudiante sérieuse et rigoureuse que je suis. Et en fait, ce mot a tellement de sens différents que ça prendrait des heures de tous les lire. Alors j'ai gardé que ceux qui m'intéressaient pour aujourd'hui, voilà. J'ai été très pragmatique. Donc en psychologie, la jalousie, ça désigne un désir de possession exclusive de l'autre, mais ça peut aussi désigner l'irritation et le chagrin éprouvés par crainte ou la certitude de l'infidélité de l'être aimé, ou encore la peine et l'irritation éprouvées par le désir de possession des biens, matériels ou immatériels, que d'autres détiennent. Et c'est ce deuxième aspect qui m'intéresse particulièrement. Bref, la jalousie, c'est pas agréable, voilà, c'est pas top. On n'a pas trop envie de le ressentir. Et on remarque dans tout ça que le désir est quand même intimement lié à la jalousie, et ce qui pourrait traduire aussi une forme de manque, mais là aussi, j'y viendrai plus tard. Je voudrais aussi ajouter que la jalousie est un sentiment difficile à avouer à la personne, à la femme dont on est jalouse, et aussi à soi-même, parce qu'on en a honte. Surtout quand on est jalouse d'une pote, de son corps par exemple, ou de la vie parfaite qu'elle semble avoir avec son mec. Alors que toi, tu te sens comme une patate devant ta série Netflix à manger des Frosties toute seule, un samedi soir. C'est pas ouf. C'est un peu extrême comme image, je sais, mais bon, c'est du vécu, voilà. Après, je trouve franchement dommage d'éprouver ce genre de choses tout en ayant honte, et j'arrive pas trop à comprendre d'où vient cette honte. Alors si vous avez des pistes, ce serait sympa de me les envoyer, voilà, pour que je puisse faire mon auto-psychanalyse et me soigner. Et peut-être vous soigner aussi après dans un autre épisode du podcast. Ensuite, le désir, comme je le disais avant, est lié à la jalousie. Et le désir se décrit en général comme une aspiration profonde. C'est très poétique ce que j'ai écrit dans le script, parce que je lis mon script quand même. Hein. Je pourrais pas parler comme ça non-stop, sinon. Donc c'est une aspiration profonde de la personne vers un objet qui réponde à une attente, que c'est beau. Ça peut aussi être une mise en mouvement vers quelque chose à cause d'une attirance ou d'une tendance spontanée qui montre, ou qui peut montrer, la prise de conscience d'un manque. Mais on peut ne pas être consciente de son désir de ressembler à l'autre femme ou d'être l'autre femme, et le subir en fait. Par exemple, je peux désirer inconsciemment
ce qu'a une autre femme parce que je suis bombardée par des images ou ces selfies où ces boobs en fait sont absolument parfaits et je les vois tous les jours dans ces stories Instagram et je ne vois que ça. Et donc je vais là avoir envie par exemple de transformer totalement mon apparence physique au point de mettre ma santé en danger, ou pire encore, de me déposséder de moi-même pour essayer de devenir comme une image irréelle que je me suis faite de cette autre femme, que je place devant moi, à distance, comme un objet, le genre de saint Graal à atteindre, pour que moi-même je puisse m'estimer désirable par rapport à quelqu'un d'autre, ou par rapport à la société, où le point de vue dominant est le regard masculin. Voilà, qui l'emporte toujours malgré tout. Et c'est là qu'on en arrive, enfin à mon sens, c'est à partir de ce point-là qu'on peut faire une liaison entre le désir et l'objectification des femmes faites par les hommes, mais aussi des femmes faites par les femmes, parce que on l'oublie souvent, la misogynie, c'est pas qu'un privilège masculin, et on aura très certainement de l'occasion d'en reparler dans un des prochains épisodes, de la misogynie entre meufs. C'est un sujet très appétissant. Donc pour en venir à l'objectification, ça désigne en philosophie sociale le fait de traiter une personne comme un objet ou une chose. En gros, ça consiste à dégrader quelqu'un en le réduisant à un statut d'objet. Et c'est plus une personne avec une individualité ou une subjectivité propre. Voilà, ce sont deux choses qui lui sont totalement niées, en fait. C'est juste une chose. Et quand on tape ce mot objectification dans la barre de recherche Google, ça propose tout de suite l'expression objectification de la femme. Car dans la théorie de l'objectification sexuelle, c'est principalement le corps de la femme qui est mis au rang d'objet, selon Barbara Fredrickson et Tommy Ann Roberts. Ce sont des spécialistes de psychologie sociale et c'est ces personnes qui ont développé le concept d'objectification sexuelle. Mais je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous conseiller leurs ouvrages et leurs articles que je n'ai pas lus, mais il y en a plein sur Google. Enfin, je les ai trouvés, je les ai vus et tout. Ils sont défilés devant moi. Et franchement, pas le time de tous les lire, mais ça existe et je pense que je vais les lire un jour. On donne généralement pour raison principale de cette objectification la domination du regard masculin, le fameux male gaze, qui fait se dresser les poils dans le dos. Parce que nous vivons dans une société patriarcale, ça on peut pas le nier. Et je le répète assez souvent, je pense. Voilà. Et comme ce regard est omniprésent, il arrive que les femmes commettent elles-mêmes leur propre objectivation, parce que c'est intégré. Et donc on fait un genre d'auto-objectivation, notamment quand on se compare les unes aux autres, et quand on essaye de rentrer dans les canons de beauté ou de désirabilité. Alors je sais pas si ce mot existe, mais bref, c'est le caractère de ce qui est désirable. Et donc cette désirabilité, elle est véhiculée dans les médias, télé, les séries, les réseaux sociaux. Enfin bref, on peut pas passer à côté. On est bombardé avec. Et je pourrais aussi ajouter que l'auto-objectivation se fait quand on ressent de la honte vis-à-vis de son propre corps à soi, son apparence, ses manières, la façon dont on s'habille, bref, ce par quoi on entre en contact avec le monde et les autres. Et si vous voulez en lire plus à ce sujet, je vous invite à lire l'article « L'objectivation sexuelle des femmes, un puissant outil du patriarcat, le regard masculin » sur le site internet antisexisme.net que j'ai utilisé pour préparer ce petit speech, et le lien est en description de l'épisode. Maintenant, quand on établit des liens entre ces trois termes, en gardant au fond de notre petite cervelle de métapétasse un climat de rivalité féminine, on a un genre de triangle central avec des concepts satellites autour. Et j'ai essayé de synthétiser tout ça de manière compréhensible, j'ai bien dit essayer, dans un schéma déjà publié sur Insta au moment où l'épisode sort. Mais bon, ce schéma il fait certes sens pour moi, ça veut pas dire qu'il fait sens pour vous. Donc s'il y a des trucs qui sont pas clairs, ou si vous voulez réagir ou ajouter des éléments, manifestez-vous. Ça me ferait plaisir de le modifier si jamais c'est pas compris. Donc je commence par la relation entre désir et objectification, et pour ça va être très rapide. De mes analyses, j'en ai conclu qu'on ne désire que ce qui est extérieur à soi, éloigné de soi, en gros séparé de soi, et on désire en général que ce qui nous manque. Et je pense que nous reviendrons beaucoup sur cette relation dans la deuxième partie de cet épisode, lors de la discussion avec les copines. En attendant, j'en dis pas plus et je vous laisse méditer là-dessus, à des exemples ou des expériences vécues. Voilà. Alors j'enchaîne avec la deuxième relation qui est celle entre le désir et la jalousie. Et c'est une relation un peu plus tendax et tumultueuse, pas du tout saine et extrêmement toxique.
parce qu'on désire ce qu'on n'a pas ou pense ne pas avoir alors que l'autre l'a, et ça nous énerve. On ressent un sentiment d'injustice et de haine presque aussi, mais ça fonctionne aussi comme un carburant, parce que ça va alimenter toujours un climat vraiment toxique en fait. Et comme ça a été mentionné dans les réponses au sondage, on n'est pas toujours jalouse d'une autre fille pour être pareil. En fait, on veut plus. Et ça peut devenir obsessionnel et néfaste pour soi et pour les autres dans une relation. Mais quand on veut faire ou être comme l'autre, on tombe aussi dans l'imitation. Et ça a révélé des souvenirs en moi de la prépa. Quand j'ai étudié la théorie du désir mimétique, chez René Girard, que je peux résumer en 2 spies avec la formule « je veux ça parce que l'autre a ça ». Et on a donc 3 termes dans le désir mimétique. Le désirant, le désiré et le médiateur qui possède déjà ce que je désire. Bref, ça devient un peu méta, donc je reviens à notre sujet. Et dans le cas de la jalousie entre femmes, le désir n'est pas seulement mimétique, il mène aussi à des situations de compétition, ou pire, de rivalité et de conflit. Et en fait, on ne peut pas vraiment nier l'existence d'un climat de comparaison et de rivalité féminine constant. D'ailleurs, la journaliste Marie-Aldine Girard, alors encore une Girard, et je sais même pas si elle a un lien de parenté avec René Girard. Bref, cette journaliste a publié un livre qui s'appelle Rival, et que je n'ai toujours pas lu, mais je l'ai feuilleté en librairie et j'ai regardé une interview qu'elle a faite pour sa promo sur Europe 1. Et le lien est aussi en description de l'épisode parce que je l'ai utilisé pour alimenter ma réflexion. Et lors de cette interview, elle explique pourquoi, selon elle, la rivalité et la compétition sont 2 choses différentes et je suis totalement d'accord sur ce qu'elle dit. La rivalité, c'est pas sain, ça révèle un manque cruel de confiance en soi et l'autre femme, c'est comme une menace à évincer. Alors que la compétition, ça a du bon, c'est challengeant et ça nous pousse à nous dépasser. Et l'autre femme est un genre de modèle qui va nous servir en fait pour progresser. Et on veut pas qu'elle disparaisse parce que on l'idolâtre en fait et on veut la conserver dans cette position-là, dans le but un jour de la dépasser. Elle ajoute aussi que cette jalousie et ce désir d'avoir ce que l'autre femme a, voire plus que ce que l'autre femme a, s'exacerbe avec les réseaux sociaux. Là aussi, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas nier le pouvoir d'influence que certaines figures publiques ont, ni comment les canons de beauté s'imposent dans les algorithmes. Et je pense aussi un peu y participer, malgré moi, quand je poste. En fait, on y participe toutes sans le faire exprès. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, tout simplement. Donc je dirais pas qu'on est victime, ni qu'on collabore, mais quelque part, on est... Je sais pas, il y a un genre de sympathie, mais c'est une sympathie un peu malsaine et toxique. Enfin bref, de toute manière, le monde dans lequel on vit, je suis désolée, il est pas très sain, où c'est difficile de le considérer comme étant sain. Enfin bref, voilà. Je vais terminer avec la relation entre objectification et jalousie. En fait, on jalouse l'objet à distance de soi, et on voit les autres femmes comme mieux que soi, comme des choses idéales. Et ça peut